Salut les amis, investisseurs, combattants, peu importe, entrepreneurs. Tu vas voir qu'on va tout mélanger aujourd'hui, donc bienvenue dans cette vidéo. Je te fais cette vidéo imprévue. D'ailleurs, je viens juste d'arriver au Maroc, tu vois, donc je te fais un salam alaikum avec mon accent. Tu vois, je suis juste à Marrakech, voilà, je viens juste d'arriver. Et j'étais dans l'avion et donc on a eu le combat Doumbé-Baki il y a quelques jours, il y a 2 jours exactement. Et je regardais un petit peu des analyses du combat, j'observais. Je lisais les commentaires, ce qui se passait, etc. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de t'en faire une vidéo. Alors, je vais pas te faire une analyse proprement parlée du combat. Tu as plein d'autres personnes qui le font et c'est pas ma spécialité. Je pratique les sports de combat depuis plusieurs années. J'ai fait plein de sports différents. Mais c'est pas ma spécialité d'analyser un combat, surtout en MMA. Je fais pas de MMA. J'ai fait de la boxe thaï, de la boxe un peu anglaise. C'est pas mon truc. Par contre, moi, mon truc, c'est le business, la communication, la psychologie humaine, le comportement, le marketing. Et c'est ça que j'ai envie d'analyser. Ok, alors premier chapitre de cette vidéo, je te réexplique un petit peu ce qui s'est passé dans les grandes lignes, sinon tu as d'autres vidéos qui l'expliquent très bien. En gros, Cédric à un moment donné a senti une gêne sur son orteil, et donc il a fait appel à l'arbitre pour enlever ce qu'il avait. Il ne savait pas si c'était un bout de verre, il sentait qu'il y avait quelque chose qui le piquait sous le pied. L'arbitre lui a dit on peut pas arrêter le combat, il faut continuer. Il continue le combat, et en continuant, après quelques secondes, il s'aperçoit que ça le gêne toujours. Baki le voit aussi, et tous les deux, un petit peu en se regardant, en se comprenant, ils regardent l'arbitre en lui disant « Ok, il faudrait peut-être faire quelque chose ». Et l'arbitre, immédiatement, stoppe le combat. Alors, dans les règles, il est vrai qu'on ne peut pas stopper le combat. Et donc, le combat est obligé de continuer. Mais moi, ce que je vois de ce côté-là, c'est que l'arbitre, de but en blanc, s'est mis à arrêter sans chercher pourquoi. Il aurait dû se poser la question en regardant Cédric. Il voyait bien que Cédric avait envie de continuer le combat. Je veux dire, ça se voyait au moment où l'arbitre l'a stoppé. On voit la tête de Cédric qui se décompose. Je veux dire, ça se sent. Il est bon acteur quand même, mais ça se sent qu'à ce moment-là, il voulait continuer le combat. Donc, si un combattant te dit qu'il a quelque chose, mais tu vois qu'il a envie de continuer le combat, peut-être qu'il faut se poser des questions. Et c'est là où, des fois, faire une entorse au règlement peut être intéressant. Quand tu es entrepreneur, tu suis jamais vraiment les règles à 100%. Tu es toujours obligé de te créer tes propres règles parce que sinon tu fais rien et tu n'arrives rien à créer. Donc moi, ce que je remarque, c'est que l'arbitre, à ce moment-là, aurait peut-être dû faire une entorse au règlement. Essayer de comprendre et se dire, ok, pourquoi est-ce qu'il veut arrêter, mais finalement continuer, il y a un truc qui est bizarre. Et se rendre compte, en regardant son pied juste une seconde, que finalement, c'était pas à cause du combat qu'il avait quelque chose, c'était à cause de quelque chose qui était indépendant du combat, c'est-à-dire de l'organisation. Ça, c'est quelque chose qui relève de la faute du PFL, c'est-à-dire, alors ça peut toujours arriver qu'il y ait une épine, un bout de verre ou quelque chose, mais ça relève de la faute de l'organisation de vérifier que le tapis est clean et donc qu'il n'y ait pas un élément extérieur qui vienne perturber le combat. Ce qui se comprend. Et donc, moi, ça me fait marrer parce que tu vois dans les commentaires, les gens qui assassinent Cédric en disant ouais, mais pour une épine, il arrête un combat, etc. Les combattants sont habitués à avoir des douleurs qui dépassent l'entendement pour le commun des mortels. Et je pense que là, le problème, c'était pas la douleur, c'était à mon avis le fait que quelque chose vienne gêner le combat qui n'était pas prévu, qui n'est pas dans le combat. Je pense que s'il s'était cassé l'orteil, il aurait continué. Je pense que là, il a bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas prévu dedans. Et donc, c'était une gêne qui était inattendue. Je pense que quand il l'a demandé, il voulait pas stopper le combat, il s'attendait à ce que l'arbitre lui dise « Ok, t'as une épine, on t'enlève ton épine, et puis ça y est, c'est fini ». D'un autre côté, ce que dit Baki, donc il y a eu des interviews de Baki à la suite du combat, c'est que un combat, c'est une guerre. À partir du moment où tu rentres dans l'octogone, c'est la guerre. Et donc, peu importe ce qui peut se passer, tu fais avec ce qui se passe. Je veux dire, il te manque une jambe, tu fais avec ce que tu as. Voilà, tu vas au bout du combat avec ce que tu as. Ce qui est une vraie mentalité de guerrier et de combattant et ce qui est totalement compréhensible. Donc, je comprends un petit peu les deux côtés jusque-là. Et je comprends pourquoi Cédric a voulu arrêter, s'est fait surprendre que l'arbitre l'arrête. Parce qu'il voulait juste qu'on lui retire son épine. On va aller plus loin sur la partie psychologie, comportementale et marketing. Mais juste la fin, je connais pas honnêtement, je regarde quelques combats d'UFC, je regarde quelques combats de PFL, je suis pas assez bien placé pour regarder ça. Juste d'un œil extérieur, quand je vois l'arbitre, la façon comment il l'a arrêté, la façon dans laquelle il a même pas essayé de comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, tu vas encore un peu plus loin, quand Baki est annoncé gagnant, tu vois que Baki demande à l'arbitre de porter son t-shirt. Cédric avait son t-shirt, Baki ne l'avait pas. J'imagine qu'ils ont des accords avec les sponsors, d'autant plus que sur le t-shirt, tu vois écrit PFL. Donc j'imagine que c'est le PFL qui doit leur dire « Les gars, à la fin, il faut absolument que vous portiez le t-shirt parce qu'il y a les photos, les vidéos, et donc il faut qu'il y ait écrit PFL ici. » Parce que je me rappelle que sur le t-shirt, à part PFL, il n'y avait pas beaucoup de sponsors. En tout cas, le plus visible, c'était le PFL.
Donc, j'imagine que c'est le PFL. Si tu connais mieux que moi les sports de combat, tu m'écriras en commentaire ce que c'est. Je pense que c'est le PFL qui leur demande ça. Donc, Baki a demandé à plusieurs reprises à l'arbitre à la fin, laisse-moi mettre mon t-shirt. On me demande de mettre mon t-shirt, il faut que je mette mon t-shirt. L'arbitre, non, 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 laisse tomber, on y va. Comme s'il voulait bâcler, tu vois. Je trouve ça un peu dommage. Mis à part ça, je fais juste un point combat en dehors de ça. Moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai déjà interviewé Cédric, je le connais, j'apprécie ce qu'il fait, la façon comment il le fait, etc. Ça me fait marrer comment il arrive à gérer son marketing, etc. Mais j'ai été extrêmement surpris de Baki, honnêtement. J'ai très peu suivi ses fights. Ce que je peux dire, c'est qu'à 22 ans, je suis pas un expert en combat, mais juste ce que je vois avec mon œil, 22 ans, gérer cette pression-là, 20 000 personnes, t'arrives dans un stade comme ça, tu connais pas, t'as jamais vécu ça. En même temps, tu as toute la pression psychologique que sait très bien faire Cédric depuis des semaines ou des mois. Et ça s'est vu dans le combat que Baki avait une seule stratégie et il s'est tenu à une seule stratégie. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé avoir par la pression, par le stress. Il est resté fixé sur sa stratégie. Il n'a pas pris de risque. Il est vraiment resté focus là-dessus. Et dès qu'il y avait les voyants qui étaient ouverts pour amener Cédric au sol, il switchait totalement, il l'amenait au sol et là, il lâchait strictement rien. Donc c'était beau avoir en fait autant de stratégies, aussi claire, aussi précise, autant de neutralité, on va dire, de froideur dans la façon de faire, le comportement de Baki, alors qu'il a peu d'expérience et il est très jeune, donc franchement admirable. Très beau combattant, moi je me suis régalé à voir ça. La partie qui nous intéresse le plus, alors, je vais appeler la partie aimer ou détester, la limite est très fine. Si tu es en couple, ou tu as déjà été en couple, tu le sais très bien. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette partie-là, c'est toute la partie psychologique, comportementale et marketing. Je me suis fait des notes, hein, c'est pour ça que je check derrière. Premièrement, j'ai beaucoup analysé les commentaires après le combat. Et ça me fait toujours halluciner à quel point les gens sont capables de retourner leur veste aussi vite. C'est-à-dire, tu vois hein, tout l'engouement qu'il y avait pour Cédric avant. Même pas il perd un combat, je vais expliquer après, je vais détailler pourquoi on peut estimer qu'il a perdu ce combat. Mis à part d'un côté légal, ce qu'on a déterminé, pourquoi dans la tête des gens il a perdu le combat. Les gens sont capables de retourner leur veste très vite. Pourquoi est-ce qu'ils ont retourné leur veste si vite et pourquoi ils l'ont fait avec Cédric? Premièrement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu as ce qu'on appelle un effet d'anonymat et un effet de déshumanisation. C'est-à-dire le fait que les gens commentent autant, critiquent autant sur les réseaux sociaux, ça vaut dans les sports de combat et dans mon métier, dans n'importe quoi d'autre. Et j'ai l'impression qu'avec les années, c'est de pire en pire. Les critiques sont faciles parce que tu as un effet d'anonymat, personne ne peut te reconnaître, donc tu critiques beaucoup plus facilement. Et il y a un effet de déshumanisation. Le fait de critiquer une personne au travers des réseaux sociaux que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, tu n'as plus l'impression que c'est un humain, tu as l'impression que c'est une chose, un objet, un truc qui est à la télé, que tu vois, qui fait le clown. Et donc tu peux te permettre de plus imaginer que c'est un humain et que c'est juste un objet, donc tu te permets de critiquer ou de le descendre beaucoup plus facilement. Ensuite, pour toutes celles et ceux qui critiquent, qui retournent leur veste aussi facilement, je pense que tu as des gens qui n'ont même pas dû monter sur un ring, qui ont peut-être même pas tapé dans un PAO une fois dans leur vie. J'ai vu des commentaires, mais c'est hallucinant. T'es qu'une merde, etc. Parce que tu as une épine dans le pied, tu combats plus, etc. Bon, on sait très bien que si on met ces personnes-là sur un ring, même pas avec un professionnel, juste avec un amateur qui a un peu d'expérience, ça va faire très très mal et je pense que ces personnes reviennent sur le commentaire. Donc, ces personnes-là, en général, elles ont un complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité se manifeste comment? Par le fait de critiquer sévèrement pour compenser ce sentiment d'infériorité. En fait, c'est un mécanisme psychologique. Quand on se sent inférieur dans la vie de manière générale, on va avoir tendance à critiquer beaucoup plus facilement. Ça nous permet en fait de descendre la personne qu'on critique, de la ramener plus proche de nous et donc de se sentir un petit peu supérieur. Ça, c'est une des raisons qui fait qu'on a la critique super facile sur les réseaux sociaux en général. Ensuite, il y a un autre biais psychologique qui m'a beaucoup impressionné et qui a été très présent ici. C'est ce qu'on appelle l'effet underdog. Underdog, c'est ce qu'on appelle l'outsider. L'outsider, dans le combat Baki-Cédric, c'était Baki l'outsider. L'outsider, je vais y arriver. L'outsider, c'est celui qui est toujours donné perdant quelque part. C'est celui qui part avec une faiblesse supplémentaire. Qui va avoir un peu plus de mal, qui vient d'un peu plus loin, pour qui c'est plus difficile, qui a du mal à se relever, etc. C'est l'outsider. Et donc, cet effet underdog en anglais, ça veut dire l'outsider, qui veut dire aussi, en anglais, c'est outsider aussi, mais bon, c'est comme ça qu'on le dit en anglais. Du coup, on va susciter l'intérêt, la compassion et l'amour du public beaucoup plus facilement en étant un outsider que celui qui a la première place. Donc là, Baki, c'était l'outsider.
Non seulement parce qu'il est plus jeune, moins expérimenté, pas forcément dans le MMA, mais de manière générale dans les sports de combat, et surtout parce que Cédric a eu l'ascension psychologique, parce qu'il a joué à ce jeu-là pendant toute la durée, que Baki, lui, n'a pas joué à ce jeu, donc on peut même pas dire que c'est une ascension ou pas, c'est que chacun a joué un jeu différent, mais en tout cas, dans les faits, dans la façon comment Cédric amène les choses, etc., dans la tête des gens, Cédric est là-haut, parce que c'est un champion, il a été champion 11 fois au Glory, il a gagné son dernier combat, etc., etc., donc dans la tête des gens, c'est le champion, c'est le plus fort, en plus de ça, il matraque en communication que c'est le plus fort, donc dans la tête des gens, c'est ancré. Donc, mécaniquement, les gens vont se dire, mais si c'est déjà le meilleur, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de mon soutien? Donc, indirectement, les gens vont aller porter leur soutien à l'underdog, à celui qui est l'outsider, et là, c'était Baki. Donc, c'est pour ça que Baki partait avec une préférence, même s'il y avait plus de gens peut-être qui soutenaient Cédric, mais par rapport à l'expérience de Cédric, par rapport à sa popularité, je pense qu'en proportion, plus de gens soutenaient Baki parce que, en plus que des personnes se disent « Allez, j'ai envie qu'il lui fasse fermer sa gueule à Cédric depuis le temps qu'il nous rabâche que c'est le meilleur », que quelqu'un, une fois, arrive à le tuer. Je pense qu'il y a des gens qui se disent ça. Mais aussi des gens qui se disent « Ok, Baki, il a 22 ans, il se pointe, il y a autant de personnes sur scène, enfin dans la salle, il y a une énorme pression, et il est là, il est quand même là, il a la tête sur les épaules, il est droit, solide. Respect pour lui, il mérite mon engouement, il mérite mon amour, mon énergie. » Ensuite, un autre effet qui s'appelle l'effet Bandwagon. Je suis pas bon en anglais aujourd'hui. Donc, l'effet bandwagon, si tu le veux en français, voilà. C'est la tendance à faire comme la majorité, en gros, à suivre le train. Et donc, si tu as un public qui va huer, qui va pas être content à la fin du combat, ou qui va huer Cédric, par exemple, parce qu'il a arrêté le combat à cause d'une épine, ou plutôt, on lui a fait arrêter le combat, l'effet général, en fait, de masse va amener les gens, même si quelqu'un était pour Cédric au début, si la masse se dit « Ouais, mais non, je suis pour Baki parce que le combat était comme ci, comme ça », bah, ça va tendre à amener des personnes à se dire « Oui, moi aussi, je suis pour Baki parce qu'il a fait un bon combat, parce qu'il partait pas. » Ensuite, tu as un autre biais que je connais celui-ci, c'est le biais Tall Puppy. C'est toujours en anglais. Tall Puppy, ça veut dire un grand chien. Puppy, c'est un chien, ce qu'on appelle un petit chien, mais Tall, grand. En fait, le biais Tall Puppy, c'est le fait que les gens ont tendance à de moins en moins aimer une personne qui va réussir de plus en plus. Alors, tu as un effet de courbe, en fait. C'est-à-dire, tu as une personne qui va démarrer d'en bas, qui va progresser. Au fur et à mesure qu'elle va progresser, elle va perdre la compassion, l'amour et l'admiration des gens jusqu'à un certain stade. Et passer ce stade où, en fait, elle va être tellement loin, tellement dans la réussite, tellement dans des choses incroyables, qu'elle va regagner l'admiration. Pourquoi ce phénomène? Alors, déjà, ce phénomène, que je n'oublie rien, c'est ça. Alors, ce phénomène, il est commun, tu verras, il marche de partout, il marche dans la musique, dans les sports de combat, dans n'importe quelle personne, dès qu'une personne a de la notoriété. Donc, en fait, ce phénomène, il est normal, c'est aussi la jalousie, l'envie, qui fait que quand on voit une personne qui réussit, et qui n'a pas besoin de notre soutien, qui se débrouille très très bien sans notre soutien, sans notre compassion, notre amour, notre envie, etc., bah finalement, on se dit, il n'a pas besoin de nous, il est déjà très bon comme ça. Et en plus de ça, il y a la jalousie qui va se mélanger à ça en se disant, bah, peut-être qu'on aimerait bien être à sa place, avoir autant d'argent, de notoriété, être aussi bon dans les sports de combat, etc. Donc, petit à petit, une personne qui va être montante, on va l'aimer de moins en moins. Et là, ça se confirme encore plus parce que Cédric se place dans ce côté best, Cédric the best Doumbé. Il se place dans le côté je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Donc non seulement il a été le meilleur aussi au Glory, il l'a remporté 11 fois, donc il s'est justifié. Et en plus de ça, il a gagné tous ses derniers combats, donc à chaque fois qu'il le disait, il est gagné. Mais le fait d'en rajouter en perception, vis-à-vis de la perception du public, il le voit encore meilleur, encore plus grand peut-être que ce qu'il était déjà. Et donc du coup, ils vont apporter encore moins de compassion et d'humanisation parce qu'ils se disent « Ok, le mec est déjà tellement haut, il est déjà tellement bon, il est déjà tellement grand, il explose déjà tellement que j'ai pas envie de le soutenir. J'ai pas envie de le soutenir. » Et ça, jusqu'à un point peut-être où si demain Cédric remporte 3, 4, 5 fois 2 catégories différentes dans le PFL, il va arriver à un stade où les gens, à l'unanimité, seront obligés de dire « Ok, là le mec est tellement bon, c'est Dieu. » Ok, il a raison, et là, il peut être tellement grand que finalement, on a l'effet inverse, on n'a plus de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il a pris tellement d'écart par rapport à nous qu'on se dit, ok, maintenant c'est irrattrapable.
tant qu'il n'y a pas suffisamment d'écart, c'est pour ça que là, en arrivant dans le MMA, il est nouveau dans le MMA, des personnes se disent, ok, il n'y a peut-être pas autant d'écart que ça par rapport à moi, donc j'ai encore un peu de jalousie parce que je pourrais peut-être être à sa place. Jusqu'au jour où on dépasse complètement les limites de ce qu'on pourrait atteindre, on se dit, ok, maintenant, j'ai même plus à être jaloux, de toute façon, j'ai pas les compétences, l'envie, le talent de pouvoir être à sa place, donc je suis plus jaloux, et donc là, ça se retransforme en admiration. Ça, c'est un truc qui est super, super important. Ça marche aussi dans la musique. Tu vas prendre un jeune rappeur qui démarre, t'as toujours un clan, un groupe, une communauté qui va être très, très, très soudée derrière lui, parce que le mec, il est là, il démarre, il n'a pas encore trop d'écoute. Donc toi, tu vas être là, ok, t'as l'impression d'écouter quelqu'un que les autres n'écoutent pas, de connaître quelque chose que les autres ne connaissent pas. Et donc, tu as ce sentiment un peu de supériorité de dire, ok, les gars, moi, je connais un artiste qui est en train de monter, vous le connaissez pas, tu le fais découvrir aux autres, les gens te disent, ah ouais, c'est vraiment de la bombe, c'est trop bien. Donc, tu te sens un petit peu fier, tu vois, de connaître un artiste que les autres ne connaissent pas. Jusqu'à ce que l'artiste devienne connu, très connu, que sa musique devienne plus commerciale. Et là, tu as l'effet inverse. Donc, tu dis, ouais, de toute façon, maintenant, c'est trop commercial. Ils vendent partout, il fait des trop gros concerts. Moi, je préférais comment c'était avant. Je préférais comment il était avant. Parce qu'en fait, il était moins connu, c'était peut-être plus accessible, etc. Et je préférais comment il était avant, tu verras, c'est commun de partout. Chez quasiment toutes les stars, toutes les personnes qui montent, qui ont un talent, qui développent leur notoriété, tu as toujours une grosse phase au milieu entre la phase où il n'était pas ou très peu connu, la phase où il devient très connu, jusqu'à la phase où il devient peut-être très très connu, et là on revient à ce que je te disais avant, il a un step qui est tellement haut que finalement les gens abandonnent et repassent sur de l'admiration et moins de la jalousie. Mais tu as toujours la partie du milieu où les gens se disent « Ouais, maintenant, il est plus comme avant. Avant, il était plus comme ci. Avant, il faisait plus ça. Avant, sa musique était mieux. Avant, c'était moins commercial. Avant, c'était... » Et en fait, c'est comme ça. C'est que normalement, quand tu as une personne qui a du talent, qui évolue, qui a de la notoriété, forcément, elle va devoir changer un petit peu sa stratégie, changer un peu sa façon de faire de la musique, de vendre, de communiquer, peu importe. Et donc, en général, c'est là où tu as les gens qui « Ah ouais, mais j'aime pas parce que maintenant, il est trop connu, etc. » Ça, c'est l'effet tôle pupille. Ensuite, comme je te disais, les gens vont être encore plus durs avec Cédric parce que il fait du trash talk et parce qu'il était donné gagnant par beaucoup de monde. Alors, tu avais quand même une bonne partie qui, je regardais un peu les pronostics avant, qui disait non, Baki a toutes ses chances, etc. etc. Donc ça, peu importe, je laisse les vrais analystes des combats regarder. Moi, j'ai regardé le combat. Je trouve que c'était assez bien équilibré. Je trouve que Baki a été vraiment excellent. Il a bien maîtrisé, même en striking, de beaux contres, une belle rapidité, un très très bon coup d'œil. Il s'est pas laissé perturber. Et autant Cédric, quand il s'est fait amener au sol, même plusieurs fois, je trouve qu'il s'est pas fait perturber non plus. Il avait pas l'air d'être dans la gêne, il avait l'air d'être dans la maîtrise. Donc voilà, c'était pour moi assez égalitaire, on va dire, avec mon œil à moi. Et apparemment, on a vu des documents des arbitres qui disent que c'était assez proche. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Baki l'a gagné. Mais il n'a pas gagné parce que l'arbitre a décidé d'arrêter le combat et de dire « Baki, t'as gagné » à cause d'une épine. Il a gagné dans la tête des gens. Et ça, c'est différent. Et pourquoi est-ce qu'il a gagné dans la tête des gens? Il a gagné parce que, 1, c'était l'underdog. 2, il a fermé sa gueule pendant toute la communication. Donc ça joue en sa faveur. C'est-à-dire que comme c'est le profil humble, solide, discret, qui dit rien, et en plus, il est jeune, il a moins d'expérience, il arrive contre quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, de titres, et en plus, avec du charisme, une grande gueule, et surtout une énorme communication assommante, eh bien en fait, les gens, par l'effet underdog et tôle pupille, donc les deux d'un côté et de l'autre, vont donner Baki gagnant beaucoup plus facilement. Même si c'était Cédric qui avait mené le combat, un peu plus, le public aurait quand même donné Baki gagnant. Et je vais aller au-delà. Si c'était Baki qui avait eu l'épine dans le pied, et que Baki aurait demandé, s'il avait demandé à l'arbitre de lui enlever l'épine et qu'on avait stoppé le combat de la même manière que Cédric, je peux t'assurer que le public aurait réagi différemment. Le public se serait dit, ok, Cédric n'a pas gagné, voire même qu'ils auraient peut-être été contre Cédric, tu me diras dans les commentaires ce que tu aurais fait, en se disant « Ouais, t'as gagné à cause d'une épine », alors que les gens ne disent pas à Baki, j'ai regardé les commentaires, etc. De manière générale, les gens ne disent pas à Baki « T'as gagné à cause d'une épine ». Ils disent « De toute façon, t'as gagné ». Et juste d'avoir tenu comme ça et d'avoir eu cette maîtrise-là, etc., t'as déjà gagné en fait finalement. Donc dans la tête des gens, il partait déjà gagnant.
il fallait à Cédric faire beaucoup plus de chemin pour gagner parce qu'il était déjà donné gagnant par rapport à Baki. Ça, c'est super important. Et c'est super intéressant de te dire que si Baki avait eu la même chose, les gens l'auraient pas du tout perçu de la même manière. Et ils auraient pas dit « Ouais, Cédric, t'as gagné ». Ils auraient dit « Ok, le combat s'est arrêté comme ça, maintenant il faut faire un autre combat ». Voilà. Ensuite, on a notre biais psychologique intéressant, c'est le biais de confirmation. Biais de confirmation qui est beaucoup plus connu que les autres que je t'ai donnés. Ça veut dire qu'en fait, notre cerveau, notre psychologie tend à nous amener à voir ce qu'on a envie de voir. Voilà, c'est-à-dire biais de confirmation. On va venir confirmer des hypothèses qu'on a déjà dans notre tête. Exemple, on démarre le combat Baki-Cédric. On a un petit ressentiment contre Cédric en se disant quand même, il ouvre quand même beaucoup sa gueule, etc. Il a quand même été loin avec l'ambulance et tout. Je l'aime bien parce que c'est quand même un super combattant, mais il va quand même un peu loin. Et bien juste en fait de penser ça, dans sa tête on a déjà le biais de confirmation, Baki peut partir gagnant. Ce qui veut dire que si la personne dans sa tête se dit ouais j'aimerais quand même bien que ça soit Baki qui gagne, pour plein de raisons, parce que c'est le petit jeune, parce que c'est l'underdog, parce que j'ai envie de faire fermer sa gueule à Cédric, et Cédric le sait très bien, quand on s'est vu on en a discuté, il sait très bien qu'en ayant cette communication clivante, il y a des gens qui viennent au combat pour le voir lui parce qu'ils l'admirent. T'as des gens qui viennent au combat pour le voir se faire exploser ou espèrent le voir se faire exploser. Mais ce qui compte, c'est que ça vende. C'est ça le but. De toute façon, ce qui compte, c'est pour les combattants, c'est que ça vende. Donc, en revenant à ce biais de confirmation, eh bien, si dans sa tête, le fan veut voir Cédric perdre, il va voir Cédric perdre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme on a quand même enfin peut-être pas une majorité, mais peut-être une majorité de la population dans le stade qui était pour Cédric, vraiment pour Cédric. Tu avais quand même une bonne grosse partie, à mon avis, qui voulait voir perdre Cédric. Pas forcément pour Baki, mais qui voulait voir perdre Cédric. Et tu as une partie qui était pour Baki. Bah forcément, la partie qui voulait voir perdre Cédric, même s'ils étaient ex-aequo, par décision du juge, ces personnes-là, par biais de confirmation, se seraient dit « Ouais, mais c'est quand même Baki qui a gagné ». Et moi, j'ai même eu ce biais de confirmation. C'est-à-dire que j'ai regardé le combat. Et à la fin du combat, je me suis dit, déjà comme tout le monde déçu à cause d'une épine, on est d'accord, mais encore plus déçu pour Cédric, de me dire, putain, avec toute la com qu'il a faite, en disant qu'il va être le meilleur, qu'il va gagner, se faire arrêter pour ça, comment est-ce qu'il va gérer ça? Moi, mon réflexe, c'était de me dire comment est-ce qu'il va gérer ça derrière. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de comment est-ce que tu gères ça, comment tu gères la pression sur les réseaux, etc. Et ensuite, je me suis dit, biais de confirmation, je me dis, ah, quand même, Baki est gagnant. Baki, belle maîtrise et tout. Et j'ai regardé le combat, en essayant d'être neutre, sans ce biais de confirmation, et là, je me suis dit, ok, c'est plus ex-aequo. Pourquoi est-ce qu'à la fin, je me suis dit Baki a gagné? C'est parce que comme je l'ai vu dans la maîtrise, je l'ai vu propre sur une seule stratégie, je l'ai vu avec des belles mises au sol et très solide quand il a amené au sol, avec aussi quelques bons retours striking, vraiment très réactifs, etc. Même si ça paraissait ex-aequo, comme Baki partait underdog par rapport à notre tall pupille, je te rappelle les termes, comme ça au moins ça rentre et tu vas bien les ancrer à la fin, par rapport à Cédric, et bien du coup je me suis dit, comme Baki partait, partait avec moins de chances de gagner que Cédric, même si les deux finissaient ex-aequo, par effet de comparaison, en fait, d'écart par rapport à ce que toi tu t'attends dans ta tête, parce que tu t'attends à ce qu'il lui mette un KO en 10 secondes comme il l'a fait précédemment, et bien comme ça n'arrive pas et que tu vois Baki qui gère bien, tu dis ah, mieux que ce que je pensais. Et le mieux que ce que tu pensais va venir confirmer l'image que tu voulais, c'est-à-dire peut-être que Baki gagne. Troisième partie, et je finirai là-dessus, les impacts sur l'image et la communication de Cédric. Alors, moi j'analyse ça depuis longtemps et j'ai déjà d'ailleurs félicité David, je crois que c'est Hajime Agency, qui fait un travail de communication et de gestion qui est vraiment excellent. Après, on aime ou on n'aime pas le trash talk, mais en tout cas, je trouve qu'il est bien fait, bien maîtrisé. Alors, les impacts sur sa communication. Premièrement, le fait de jouer au jeu, d'être sûr de soi, trash talk, etc., c'est très, très dangereux. C'est très efficace, en fait, pour gagner en notoriété, par contre, et ça a très, très bien marché sur Cédric les derniers mois et au moins depuis 1 an ou 2. Car qu'on aime ou qu'on déteste, on va le suivre. Qu'on aime ou qu'on déteste Cédric, on va suivre pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Après une ambulance, qu'est-ce qu'il va faire? Après un matelas, qu'est-ce qu'il va sortir? Après un protège-dents avec écrit Jordan t'es mort, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et donc, par curiosité, par envie, et même des fois par ceux qui le détestent, on va quand même aller voir ce qu'il fait. Donc, il suscite l'envie, il suscite une émotion chez le public. Et quand on suscite une émotion, on suscite de l'intérêt. Que l'émotion soit positive ou négative. Conor McGregor, il a très très bien compris. Par contre,
de jouer à ça, en fait, plus on va grimper dans la notoriété, plus l'effet de victoire devient normal. C'est-à-dire pour Cédric, à force de dire je vais gagner, je suis le meilleur, le fait qu'il gagne à chaque fois va être de plus en plus normal et va avoir de moins en moins d'impact sur sa notoriété. Je pense que là, on arrivait à un point où ça peut-être, hein, je dis bien peut-être, ça allait être charnière et donc on allait arriver à un point où peut-être que son trash talk allait moins lui servir que ce qui lui a servi les derniers mois. C'est mon analyse. Donc en fait, plus tu vas grimper, plus ce trash talk va moins te faire gagner de points dans l'opinion des gens. Parce que si tu gagnes, les gens vont se dire « Ok, il gagne tout le temps, il fait que dire qu'il gagne, ok, il gagne. » Mais si tu perds, les gens t'achèvent. Comme là, il a perdu, pour moi, il n'a pas vraiment perdu, mais il a perdu sur le papier, les gens l'assassinent sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as un gros tiers, peut-être plus, de sa communauté qui a tourné sa veste et l'assassine. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais ça, c'est parce que trash talk. Les gens se disent, c'est pas parce que tu as perdu. Si on compare avec Ngannou, là, je te dis ça parce que le combat était hier soir. On a le combat Poirier-Saint-Denis ce soir. Il y aura peut-être encore d'autres analyses à faire. Tu me diras d'ailleurs dans les commentaires si t'aimes ou pas. C'est la première fois que je fais ça. Je me dis ça peut être intéressant, tu vois. Moi j'aime bien les sports de combat, j'aime bien le marketing, j'aime bien la communication, la psycho. Je me dis tiens, ça peut être intéressant de tout faire en même temps. Tu prends Ngannou par exemple. Ngannou s'est pris un KO monumental par Joshua, mais tu vois le KO il est astronomique. Et quand tu regardes les commentaires et tout, le soutien qu'il y a pour Ngannou est incroyable. Pourquoi? Parce que Ngannou était l'underdog. Ngannou vient du MMA. Ngannou a une histoire qui est incroyable. Ngannou, c'est la force tranquille. C'est je parle pas, je fais, j'y vais et j'y vais fort. Et c'est, il n'y a pas de limite, je vais là où on ne m'attend pas. Donc, underdog, force tranquille, humilité, un peu comme Baki aussi. Je perds, c'est pas grave, mais je perds grand. C'est pour ça que le public, même si Ngannou a perdu, va être derrière lui et va peut-être encore plus l'aimer en disant « Ok, Joshua, là, mais putain, t'es quand même monté, quoi. T'es monté sur le ring, t'as eu les couilles de monter, tu t'es bien battu et tu viens du MMA et ça fait que, vous me direz dans les détails, je crois que ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans peut-être qu'il se prépare à la boxe anglaise, je sais pas exactement. Ce qui est rien par rapport à Joshua. Donc tu vois, en fait, le retournement de Cédric, c'est pas parce qu'il a perdu, parce qu'il a pas vraiment perdu finalement. C'est surtout... T'as tellement parlé avant, t'as tellement fait de bruit qu'à cause d'une épine, il se passe ça et les gens font des raccourcis à cause d'une épine alors que c'est pas lui, encore une fois, qui a voulu arrêter. Mais c'est important, tu vois, de voir les différents biais psychologiques. Alors maintenant, comment est-ce que il va gérer ça? Comment est-ce que Cédric va ou peut gérer ça dans sa communication? Alors, selon moi, une revanche, évidemment, aiderait... évidemment, s'il y a une revanche et qu'il la gagne, ça aiderait, mais pour moi, ça suffira pas. Ça suffira pas parce que dans la tête des gens, t'arrêter pour une épine, même si encore une fois c'est l'arbitre, je le précise, mais ça va rester et ça va lui suivre à mon avis. Je pense qu'il y a des gens qui vont perdre à cause de ça, mais ça fait partie du jeu. Donc même s'il y a une revanche, pardon, excuse-moi, et qu'il gagne, je pense pas que ça servirait. Éventuellement, le fait qu'il ait perdu à cause de l'arbitre peut être considéré par le noyau dur de ses fans comme un retour à un biais psychologique de soutien. Quand tout le monde est contre toi, les gens ont envie de t'aider. Quand tout le monde te porte perdant, les gens ont envie de t'aider. Donc peut-être que le noyau très très dur, le soutien, comme moi à la fin du combat, franchement, j'avais de la peine pour lui, quoi. J'ai dit putain, une épine, l'arbitre, comment il l'arrête. J'étais dégoûté. Et dégoûté de me dire avec toute la com qu'il a fait, comment il va gérer ça. Donc, il y a quand même des gens, tu vois, noyau dur qui vont se dire, ah, quand même le pauvre, l'arbitre contre lui, ou l'épine, c'est vraiment pas de chance. Donc ça, ça va peut-être jouer en sa faveur, mais seulement pour une minorité de gens, je pense. Alors pour moi, ce qui pourrait le faire reprendre dans sa communication et comment il pourrait encore mieux gérer la communication à la suite, ça serait de gagner un combat qui serait décrit comme dur pour lui, avec peu de bruit et trash talk. En fait, il faudrait qu'il arrive à trouver un bon compromis entre je garde ma personnalité, parce que si je change du tout au tout, les gens vont peut-être pas comprendre et peut-être plus le suivre pour ça, donc peut-être trop risqué, je pense, à ce stade. Surtout après une perte un petit peu comme ça, une perte comme ça. Mais de gagner un combat où c'est Cédric qui est l'underdog, donc porté perdant, donc avec un combattant du MMA qui a beaucoup plus d'expérience et qui est censé être meilleur que lui sur le papier. Si il réduit le trash talk, il reste lui-même en réduisant le trash talk et en disant cette fois-ci,
je dis rien, et vous verrez, c'est mes points qui vont parler. Peut-être que de jouer cet axe-là pour un combat en étant underdog, ça pourrait regagner le cœur des gens en se disant « Il a quand même ouvert sa gueule longtemps avant, mais là, il a rien dit, il a fait, il a agi, ok, respect, et ça remonte. » C'est peut-être une option. Tu me diras dans les commentaires si toi, tu as une autre analyse et tu vois qu'il pourrait faire éventuellement autre chose. Pourquoi pas. Voilà. En faisant cette option, je pense que s'il perd, avec un très beau combat, il peut surprendre les gens qui pensent qu'il n'a pas sa place dans le MMA. Je pense qu'il y a aussi ça, des gens qui se disent qu'il n'a pas sa place dans le MMA. En tout cas, pas pour le moment. C'est ce que je vois aussi dans les commentaires. Qu'il est juste bon au pied-point. Donc là, ça lui permettrait de redevenir l'outsider et de bénéficier d'un plus grand soutien au prochain combat. Et s'il gagne, alors là, à mon avis, le respect sera d'autant plus grand. Surtout s'il y a un peu moins de trash talk. Parce que je pense que arriver à ce niveau de notoriété, je pense que plus de trash talk va peut-être avoir l'effet inverse. Va peut-être lui faire perdre peut-être pas en notoriété, mais en proximité avec le noyau dur des fans, et peut-être tomber dans quelque chose qui est un peu trop, joué et trop surjoué, peut-être un peu trop. Je pense que c'est mon avis, tu me diras dans les commentaires, mais voilà, comme je te dis, plus la notoriété monte, surtout qu'il le fait déjà depuis quelques temps, plus ça peut éventuellement se retourner contre lui. Si on prend notre exemple, ce soir, on a le combat au moment où je te parle, donc la vidéo, quand elle va sortir, ça sera déjà fait. Donc on verra ce qui se passera, j'ai hâte de voir ce combat. Le combat Saint-Denis-Poirier, eh bien là, c'est un bon exemple. Saint-Denis, ce soir, est donné comme l'outsider par rapport à Poirier qui a beaucoup plus d'expérience. Donc, le public est majoritairement même des Américains. Il a gagné le cœur des Américains à son dernier combat. C'était contre Frévola, c'est ça, contre Frévola. Il a gagné le cœur des Américains. Donc là, à mon avis, il a une grosse partie du public qui est avec lui, même des Américains pour Saint-Denis. Par contre, si on regarde Poirier, lui aussi, à une période, il a été l'outsider. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit que toute sa carrière, ça a été l'underdog, ce qui lui donne encore plus de rage. Il a combattu 2 fois contre McGregor. Contre McGregor, il était donné comme underdog. Et donc, quand il a réussi à le mettre KO, c'était exceptionnel pour les gens, encore une fois, parce que Conor McGregor a une telle grande gueule, était tellement bon à ce moment-là, et personne ne pouvait le faire descendre de son piédestal, que les gens, même ceux qui l'adorent, disent, putain, s'il se faisait redescendre par quelqu'un, quand même... ça pourrait être pas mal. Et donc, Poirier est arrivé, il l'a fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura toujours l'outsider de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, là, on prenait Ngannou, était l'outsider de Joshua. Saint-Denis, c'est l'outsider de Poirier, mais dans quelques années, il aura son outsider aussi. Comme là, par exemple, Baki était l'outsider de Cédric. Je vais y arriver, ça fait beaucoup de noms. Mais Baki, dans quelques années, s'il continue de progresser, j'en ai aucun doute, vu le combattant que c'est, dans quelques années, il aura lui aussi son outsider, donc il faut qu'il s'attende. Baki, si tu regardes cette vidéo, t'as un très très bel avenir devant toi, tu vas exploser aussi en notoriété, ce combat t'a beaucoup apporté. Avec la notoriété, l'avancée, si tu deviens vraiment très 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 bon, à un moment, tu auras un outsider, et donc il faut t'attendre à ce que le public soit un peu plus contre toi. Mais, comme tu es très humble et fort, très humble et discret, ça devrait moins t'arriver, à mon avis, voilà. Parce que les gens, surtout les Français aiment beaucoup ceux qui disent rien, les forces tranquilles. C'est pour ça que Ngannou, Cyril Gane, on avait Teddy Riner aussi, c'est pareil. En fait, c'est des profils force tranquille, ça les Français adorent. Voilà, sur ce, j'étais content de te faire cette vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. Si tu viens de me découvrir que tu es tombé là-dessus par hasard parce que tu cherchais des vidéos de combat, tu as dû dire « Oh putain, faut que je réfléchisse ». J'espère que ça t'a plu, tu me diras dans les commentaires si ça t'a plu, mets un like, partage la vidéo à tous tes potes combattants, tu me diras un peu ce que t'en as pensé. Et puis pour les autres, ma communauté, si ça t'a plu aussi, tu me diras, je ferai peut-être d'autres parallèles sport de combat, ou d'autres sports peut-être, avec marketing, psychologique, etc. Sur ce, passe une bonne journée, et moi je vais profiter un peu de Marrakech, voilà. Allez, ciao.